Hey everybody, welcome to Gomet, a design sprint rendezvous with Quentin and Thibaut and la crème de la crème of the French design sprint community. My name is Jake Knapp, I'm the creator of the design sprint. I approve of this podcast. Please enjoy. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Gomet, le podcast qui parle de design sprint par ceux qui le font. Je suis Quentin et je suis accompagné de Thibaut. Salut. À chaque épisode, un invité différent qui nous raconte son histoire, nous partage ses retours d'expérience et nous parle de sa pratique. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Elodie et Nash de Light Me Up. Merci à tous les deux de nous recevoir chez vous, puisque ce soir, en fait, nos invités nous invitent chez eux. Merci encore. Du coup, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter et nous dire qui vous êtes ? Oui, merci à vous. Moi, je suis Elodie. Ah, pardon. Bonsoir. Ravie de vous accueillir. Se présenter, vas-y, tu te lances. On est un couple dysfonctionnel d'entrepreneurs compulsifs et à répétition depuis une vingtaine d'années. Et après avoir monté des boîtes, vendu des boîtes, craché des boîtes et accompagné des boîtes depuis quelques temps, on s'est recyclé dans la méthode et en particulier dans la passion pour le design sprint qu'on partage avec vous et voilà, qu'on essaie de distiller et de diffuser auprès de clients généralement contents. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu en détail peut-être sur votre parcours ? Donc j'ai cru comprendre que vous aviez fait un petit passage par la Silicon Valley. Et la question que nous on se pose, c'est à quel moment vous avez entendu parler du design sprint et comment vous avez découvert cette méthode et puis après comment vous l'avez mise en pratique ? Ok, alors moi j'ai commencé ma carrière en créant une agence de communication digitale. C'est comme ça que j'ai rencontré Nash, puisqu'on nous demandait beaucoup de contenu et du coup on a été amené à monter une société de production audiovisuelle ensemble et une web TV qui a été finalement nos premiers pas dans le monde des startups. Et après qu'on ait revendu cette agence, on a monté une startup qui s'appelait le Time Funding et qui proposait non pas d'investir de l'argent dans les startups mais d'investir du temps. Et cette startup nous a lancé... nous a fait traverser l'Atlantique puisqu'on a été retenu dans un programme d'accélération qui était porté par The Refiners. Donc The Refiners, c'est Carlos Diaz, Géraldine Lemeur et Pierre Gobil qui sont des entrepreneurs et entrepreneurs français qui ont monté cet accélérateur dans la Silicon Valley pour en fait accompagner les startups étrangères à venir se lancer, mais surtout à comprendre le mindset, l'état d'esprit de la Silicon Valley qui est, quand on arrive de France, assez différent. Voilà. Et donc on a eu cette chance assez extraordinaire d'aller crasher notre startup dans ce programme, puisque au bout de 6 semaines de programme, on s'est rendu compte que la très belle idée qu'on avait en France, qui marchait très bien, en tout cas qui était très médiatisée, elle n'était pas du tout dans la Silicon Valley, qu'on considérait qu'en fait, en prêtant, en investissant du temps, on perfusait des entrepreneurs, qu'on leur donnait finalement plus de temps avant de se planter. Et la Silicon Valley, c'est tout très vite, fail fast. Et donc, notre projet n'a pas trouvé finalement son marché et on l'a très vite abandonné. Et une fois qu'on a abandonné ce projet, il nous restait 6 semaines de programme. Il se trouvait que moi, j'étais enceinte, donc impossible de rentrer. Pas du tout envie non plus. On s'est dit, OK, comment on va faire pour optimiser ces 6 semaines de travail, ces 6 semaines avec des mentors extraordinaires, avec vraiment un programme dingue. Et donc, on a commencé à chercher des idées. Et en cherchant des idées, on s'est rendu compte qu'il fallait les appliquer vite. Chaque jour, on rencontrait de nouveaux mentors. Chaque jour, on pitchait une nouvelle idée. On a dû tester une vingtaine d'idées. Et donc, pour que ce soit possible, il a fallu qu'on aille un peu plus loin dans ce qu'était la méthodologie, comment on pouvait aller plus vite. On avait un peu découvert le Lean Startup avant de partir, mais ça ne nous avait pas vraiment parlé. Là, d'un coup, le Lean Startup, c'était dès qu'on avait une idée, que ce soit de parapluie connecté, de Airbnb des enfants, de permaculture, enfin, on en a testé vraiment beaucoup, on remplissait ce fameux Lean Canva à 9 cases. Et puis, quand les projets allaient un peu plus loin, il fallait qu'on prototype vite. Et en fait, c'est comme ça qu'on est arrivé au design thinking, qu'on s'est beaucoup renseigné sur IDEO, etc. Comme ça qu'on a lu le livre de Jake Knapp et qu'on a compris que finalement le design sprint allait pouvoir nous aider pour essayer d'aller plus vite finalement et fail fast encore puisque des 20 idées qu'on a pu tester, monter, etc. Il n'y en a aucune qui est arrivée à son terme, il n'y en a aucune qui a donné naissance à une start-up. Alors, ce n'était pas à cause des méthodes, c'était plus parce qu'on n'a pas réussi
à faire converger les associés vers un même why. On parle beaucoup dans la Silicon Valley de purpose, de raison d'être, etc. Et en fait, on était 4 et on n'avait pas du tout les mêmes envies. On s'était retrouvés autour d'une thématique forte qui était l'entrepreneuriat. Mais à partir du moment où on sortait de cette thématique-là, c'était vraiment difficile de se trouver finalement une même raison d'être à chacun pour lancer un nouveau business. Et donc, on est rentré en France. On est rentré en France avec non pas 3 enfants, mais 4, mais plus de projets. Et donc ça a été quand même quelque chose d'un peu difficile parce qu'on était parti avec un super projet et rentré sans rien. C'était un petit peu un échec. On est rentré bardé de méthodes. Et quand on a vu tout l'écosystème se retourner vers nous pour avoir un retour d'expérience, pour savoir et comprendre pourquoi on s'était viandé aussi vite, etc., on a surtout, nous, détecté des besoins et surtout vu là où étaient toutes nos faiblesses. On a vu chez les autres les faiblesses qu'on avait, nous, avant de partir là-bas. Et ce n'est pas des faiblesses qui sont graves, on peut toutes les soigner, mais justement, souvent par de la méthode. Alors, pour les startups, c'est souvent du Lean Startup. Pour les incubateurs, c'était peut-être plus du Value Proposition Canvas, des trucs comme ça. Selon ce qu'on venait chercher chez nous, on essayait de répondre à chaque fois par notre expérience, mais souvent, c'était de l'expérience plus la méthode. Et en l'occurrence, quand tout le monde a commencé à se tourner vers ces fameux Français qui étaient partis tête brûlée avec des gamins à Silicon Valley qui étaient revenus à poil, ce qu'ils venaient chercher, c'était certes un mindset, mais aussi ce qu'on pouvait apporter, et ça faisait un petit peu de bruit. Et les grands groupes ont commencé à s'intéresser à nous, nous aussi, parce que finalement, ce n'est pas avec les startups qu'on gagne sa croûte. Donc quand on a commencé à se tourner vers les grands groupes, ils nous connaissaient parce qu'on avait eu des agences digitales, parce qu'on avait fait du contenu, parce qu'on avait créé différentes choses. On avait une plugin agency qui fabrique des apps, des sites web, des machins. Bon, ça, c'était ce qu'on faisait auparavant. Mais certains se sont tout de suite intéressés à ce qu'on pouvait apporter de plus. Et dans ce qu'on pouvait apporter de plus, de fil en aiguille, pas tout de suite, on est arrivé à parler de design sprint. Parce que le besoin, ne nous cachons pas, le plus souvent, c'est de pouvoir passer très rapidement de l'idée à la data. On ne va pas refaire le schéma, mais et les gens ne savent pas faire. Et il y a une sorte d'Eldorado, de terre promise là. Les gens ne connaissent pas les outils, ne connaissent pas les méthodes, mais ont une grande connaissance du besoin qu'ils ont d'aller au contact de leurs clients avec quelque chose de tangibilisé. Donc, on était au bon endroit au bon moment, on va dire. Il y a un truc qui a été très fort dans la Silicon Valley, c'est qu'on a vraiment eu l'impression de désapprendre complètement tout ce qu'on savait. Enfin, moi, j'arrivais quand même avec, c'était pas des convictions, mais c'était des certitudes. J'avais fait 15 ans de digital, j'avais monté une agence, j'avais bossé avec des grands groupes, j'avais fait des super campagnes. Et là, d'un coup, on m'expliquait qu'en fait, non, il fallait prototyper. Less is more. Quoi, less is more? Moi, je vendais des sites à 150 000 €. Non, là, il faut le faire en une soirée. Tu fais ta landing page et tu vas avoir tes utilisateurs. Et donc, j'ai vraiment eu l'impression que je devais casser tout ce que je savais faire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ces convictions que tu avais en arrivant et que tu as dû désapprendre? Moi, c'est la réflexe que tu as. Arriver sur le marché avec un produit parfait. Voilà, ça paraît débile aujourd'hui, même j'ai du mal à le dire, tu vois, mais ça paraît débile, mais oui, on venait d'une industrie où il fallait faire des sites, on vendait des sites plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Il n'y avait pas de place à l'imperfection. On était dans une industrie qui, en plus, quand tu écoutes les gens qui interviennent sur ce milieu-là, on a l'impression qu'ils sauvent des vies, tellement la perfection est le cœur le centre de l'intérêt en fait, de tout le monde. Et là, en fait, on est dans un monde d'entrepreneurs, et dans le monde d'entrepreneurs, il faut y aller. Il faut aller à la rencontre du client. L'imperfection, c'est pas la base, mais finalement, done is better than perfect, et on y va, on fonce. Moi, pour ma et on startup, prototype. on avait travaillé, je me rappelle, je me suis enfermée un été, tout le mois de juillet à la montagne, à monter 150 pages de business model, d'études de marché. Et d'un coup, on me dit, en fait, le pitch, c'est 12 slides. Et quand tu as fait tes 12 slides, il faut qu'il y ait mais encore une fois, laissez-moi, une phrase, un chiffre, rien d'autre. Et là, tu dis quoi? Mais en fait, moi, ça fait des années que je monte des boîtes, j'ai déjà présenté, j'ai déjà levé des fonds, j'en ai fait des dossiers. Là, tu es en train de me dire qu'il faut que je fasse 12 slides et que je remplisse avant juste 9 cases de LinkedIn. Enfin, il faut l'encaisser. Et en plus, quand tu le fais, tu te rends compte de la puissance du truc, quoi. Et tu te dis, ok, donc en fait, j'ai vendu de la merde pendant je sais pas combien d'années. Moi, en tout cas, c'est un peu le truc qui m'a vraiment frappée. Je me suis dit, oh, zut, j'étais vraiment à côté de la plaque de tout ce que je faisais. Heureusement que je ne le savais pas à l'époque. Et surtout, c'est puissant, ça me permet d'avoir un résultat tangible tout de suite. Donc c'était efficace. Donc ça a été une vraie révélation. Et en fait, ce qui a été assez dingue, c'est que
en fait, pendant 6 mois, on l'a intégré, on l'a vu, on l'a vécu. Et donc, on est rentré et on était vraiment perfusé du coup à ça. On s'était auto-appliqué. On se l'était auto-appliqué et puis on l'a fait pour 20 projets. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez 20 projets, tu te les prends, un jour tu recommences. Donc, c'était vraiment, on avait vraiment tout testé. Et à chaque projet, on se prenait des mentors, on rencontrait des entrepreneurs, etc. Et on se prenait le ping-pong des questions-réponses. Donc, quand on est arrivé et qu'on nous a commencé à demander si on pouvait accompagner des startups, les écouter, etc., d'un coup, c'était hyper obvious tout ce qui n'allait pas dans leur truc, quoi. On le voyait tout de suite. C'était presque facile pour nous. Et ce qui était fascinant, c'est que quand on disait mais juste fais une landing page, arrête de développer ton produit, les gens ils nous regardaient mais comme des extraterrestres. Et là, on s'est rendu compte, ok, on a vraiment un truc à transmettre. Il faut vraiment que ce mindset startup qu'on a appris, on puisse le diffuser. Alors depuis qu'on est rentré, ça a évolué et maintenant ça a un peu plus, mais le fake it until you make it, le less is more, le done is better than perfect. Enfin, tu vois, tout ça, c'était un mantra qu'on a vraiment découvert là-bas et qu'on a appliqué en rentrant. Et on l'a appliqué pour des entrepreneurs. Et effectivement, comme Nash disait, c'est pas ça qui aujourd'hui nous permet de gagner de l'argent. Donc, on a décidé de le faire de façon pro bono. Donc, on accompagne énormément de programmes sur notre temps libre. Enfin, on libère du temps pour ça parce que c'est vraiment une passion. Et par contre, l'entrepreneuriat, pour nous, ce mindset-là, il est partout. Et donc, on a commencé à accompagner des programmes d'intrapreneuriat, où là, on a donné de la méthode à des gens qui, pour le coup, viennent des grands groupes, etc. Donc là, autant tu t'expliques une start-up à un entrepreneur et qu'il faut tester, etc., il y a déjà un gap. Mais alors, quand tu expliques à un intrapreneur qui a l'habitude de faire des slides et des slides avant de tester un truc, même qui dit tester avant de valider au codir que peut-être un jour, il va lancer son truc, on avait vraiment un gap énorme qui s'est mis en place et qui était pour le coup vraiment passionnant parce qu'on les faisait accélérer à une vitesse dingue. Et si je vous suis bien, juste depuis tout à l'heure, je vous écoute attentivement depuis tout à l'heure, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous étiez donc à la Silicon Valley, vous aviez eu 20 idées, que vous avez passé au crash test finalement du paradigme Lean UX, pas encore du design sprint. Pas encore. Pas encore, c'était pas tout à fait ce moment-là. On avait commencé, on l'a découvert. Vous avez découvert en fait aux États-Unis. Exactement. Ça nous a permis d'accélérer. C'est-à-dire qu'avec le Lean, tu prototypes, tu testes. On ne s'est pas complètement appliqué le design sprint, mais ça a été très clair pour nous qu'il fallait qu'on vite on prototype ce qu'on veut et qu'on aille chercher la data tout de suite. Donc l'idée ID to Data, c'est vraiment le truc qu'on a retenu, tu vois, tout de suite de ça. Comment vous avez découvert le design sprint? Du coup, si on revient à ce moment où vous êtes en train de tester des idées, à quel moment vous avez mis le doigt sur ah ouais, c'est le design sprint, peut-être même J-Knap, hein. Comment vous êtes venu vraiment à la méthode? À quel moment il y a eu le déclic? Le process, il est un peu scolaire parce qu'au moment où on est obligé, on est contraint de s'appliquer de la méthode, on ne connaît à l'époque que le Lean Startup et on l'a mal fait en France et on n'était pas très pour. Donc quand tu es obligé de remanger de la méthode, bah, tu repars dans tes bouquins, donc tu lis H. Moria, tu lis des trucs comme ça, puis de fil en aiguille, tu achètes le bouquin de Knap, on lit 2-3 trucs, on lit même un peu tout, du management la semaine de 4 heures, enfin tu prends tous les trucs de business du moment, tu t'abreuves, tu dis peut-être que la solution est là-dedans en fait. Oui, et puis on cherchait tellement que c'était devenu, on était fatigués, donc il fallait apprendre des choses. Tu te l'appliques, mais à l'époque on a la tête dans le guidon. Le moment où ça devient une véritable révélation, c'est, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, quand on voit la puissance de l'outil et qu'on est des entrepreneurs vacillants parce qu'on est tu sais, en France, on n'aime pas l'échec. Donc tu reviens de la Silicon Valley à poil, retrouver du sens à ce que tu fais, c'est pas forcément hyper évident quand tu n'es pas à l'aise dans tes baskets. Moi, je suis anglo-saxon et pourtant, malgré ça, tu sentais que comme on était au cœur de l'écosystème avec notre startup, l'échec, bah, les gens venaient chercher de l'échec, mais quand même, n'osaient pas trop parce que c'est quand même pas bien l'échec. Et quand on retrouve cette espèce de puissance dans l'outil design sprint auprès des grands groupes, et d'ailleurs on a commencé avec une PME, là tu retrouves du sens à ce que tu fais. Parce que la méthode a cette puissance-là, donc elle est efficace. L'efficacité, elle n'est pas pour toi, puisque tu es facilitateur, tu l'administres à quelqu'un, et tu vois le résultat immédiatement. Et si possible, je souhaite à tous ceux qui le font, la satisfaction du gars à qui tu as, ou de la nana à qui tu as appliqué cette méthode pour son problème ou son business. Et ça remet du sens dans ce que tu vis. Et donc, le côté entrepreneurial aujourd'hui, et pourquoi est-ce qu'on focalise essentiellement sur le design sprint? Je crois qu'on a fait cette semaine une dizaine de rendez-vous, enfin, sur les 2 dernières semaines, on n'a parlé que de design sprint. On peut vendre du Lean Startup, on peut vendre de la Value Proposition Canvas, on peut vendre des trucs X ou Y ou faire des chatbots, mais ça nous intéresse beaucoup moins.
Enfin, je ne dis pas ça pour nos clients de chatbot, qu'on salue par ailleurs, mais c'est juste que intellectuellement, déjà, aucun projet ressemble au suivant. Donc, tu changes, la variété des sujets est incroyable. La méthode, elle, ne change pas. Et ce qui ne change pas non plus jusqu'à présent, et en toucher du bois, c'est la satisfaction des gens avec qui tu as travaillé, qui sont souvent eux-mêmes surpris de l'efficacité de la méthode. Mais en tant que facilitateur, c'est clair que c'est une récompense énorme. Oui. La satisfaction en fin de sprint, s'il y a une récompense, c'est celle-là en tant que facilitateur. Quand c'est pas ton bébé, c'est de constater effectivement que tu as réussi à accompagner un groupe de personnes à aller au-delà de la problématique qui les bloquait jusqu'à présent et pour une des raisons principales pour lesquelles ils ont fait appel à toi et ils ont cru dans la méthode que tu leur as proposée. Et c'est énorme. Après, je sais plus ce que je voulais dire. Mais si tu veux, je complète ce que tu dis pendant que tu retrouves ton idée. Moi, ce qui me plaît dans le design sprint, c'est que c'est une façon, en 4 ou 5 jours, mais de faire entreprendre les gens, en fait. On leur fait prendre à bras-le-corps leurs projets, leurs problèmes, et on leur fait appliquer, en fait, finalement, un condensé de méthodes start-up. En 4 ou 5 jours, ils arrivent à un résultat. Et c'est un peu comme quand on coach des startups et que d'un coup, tu sens à la fin de coaching ou de la semaine où on les a vus, du bootcamp, qu'il y a eu un déclic qui s'est passé. Le design sprint, il y a ça. Tu as cette étoile-là, cette étincelle de l'entrepreneur qui s'est... Je ne dis pas que les mecs ils vont démissionner, qu'ils vont monter leur boîte demain. Mais si tout le monde arrive à adopter dans son quotidien, tu vois, ce côté un peu entrepreneurial, dans la gestion de ses projets, dans tout... on va vivre dans un monde super. Je ne serais pas aussi catégorique que ça. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est que c'est complètement pas naturel pour nous, latins. C'est un exercice tellement pas latin. C'est aussi un exercice qui permet à tout le monde d'avoir voix au chapitre sans parler, entre guillemets, sans débattre en tout cas. Et ça permet, j'irais même des surprises même en termes de team building, et qui ne sont pas vraiment l'objectif primaire de l'exercice et de la méthode. Et ça, c'est aussi des sujets de satisfaction in fine, que tu aies pu faire converser ou dialoguer, ou en tout cas mettre sur la même longueur d'onde et converger. Le directeur achat du truc et la nana au bout de la chaîne qui met les colis, les trucs dans un colis, quoi, pour régler un problème qui est en fait un problème de chaîne de fabrication. Donc c'est génial, parce que ces gens-là ne se parlent jamais si tu les mets pas autour d'une table pour faire cet exercice. Enfin, il y a plein de choses géniales avec cet outil, de toute façon, mais on va en parler. Vous dites que vous êtes revenu avec des méthodes, mais finalement c'est le design sprint que vous avez choisi parmi ces méthodes. Est-ce que vous arrivez à dire pourquoi et qu'est-ce qui vous a orienté sur le design? Je pense que vous avez déjà donné des bonnes raisons sur pourquoi le design, mais finalement pourquoi vous avez testé d'abord cette méthode et peut-être pas une autre sur le marché français? Alors déjà, pour moi, le lean, par exemple, on parlait beaucoup de lean startup, c'est un prérequis. Et on a beaucoup de clients qui nous disent oui, j'ai des problèmes, je lance des produits. On commence quand même souvent par du lean startup en disant ok, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un problème que vous réglez, est-ce que vous répondez avant de lancer un design sprint? Parce que des fois, lancer un design sprint sur quelque chose qui n'est pas tangible, c'est compliqué, on va de toute façon dans le mur. Et parfois, nous, quand on voit les projets des clients, on sait qu'ils vont dans le mur, donc on ne peut pas leur dire non, voilà, tu vas dans le mur. Mais ils vont dans le mur pourquoi, par exemple? Tu peux nous citer un exemple? Je sais pas, salut, je vais faire un design sprint pour créer la nouvelle application de rencontre. Ok, vraiment là, t'es sûr, tu veux pas qu'on fasse juste 2 heures de lean startup et t'appelles 5 ou 6 utilisateurs avec une maquette et on voit, tu vois, et là ils se rendent compte que non. Et ça sert à rien de dépenser 4 jours pour aller dans le mur, en vrai. Bon, après, il y a des fois où, au contraire, c'est bien pour changer les gens, mais dans ce cas-là, en tout cas sur des startups, sur des entrepreneurs, c'est bien de leur montrer rapidement. Et là, on discutait avec quelqu'un chez VD Comtech, où en fait, VD Comtech, c'est un ITE. Donc, c'est l'État et les grands groupes. Institut de transition énergétique. Voilà, un institut de transition énergétique. Et ils ont énormément de chercheurs. Les chercheurs, ils cherchent, mais alors la mise en marché, ça ne les intéresse pas. À vendre, ce n'est pas leur sujet. Et donc, du coup, ils ont des milliers d'idées qui sortent de cette ITE, mais derrière, il n'y a pas forcément de marché ou de produits à proposer. Et donc, ils ont créé une structure au-dessus qui est là pour commercialiser. Et pour commercialiser, ils ne savent pas quelle idée choisir. Ils savent pas. Ils en ont trop, surtout. Ils en ont trop, ouais. Il y en a qui sont politiques, chacun donne son grain de sel, etc. Et finalement, tu dis, OK, vous voulez faire du design sprint, pas de problème. Mais d'abord, prenons les idées que vous avez, on les passe au filtre du lean startup et après,
On va les chercher. Quand tu dis les passer au filtre du Lean Startup, c'est quoi exactement, concrètement? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous les accompagnez? On leur demande déjà, le Lean, c'est donc 9 cases. Il y en a 2 qui sont essentielles, même si elles sont toutes importantes. Mais la première, c'est de lister des problèmes et d'aller valider que ces problèmes existent bien auprès d'utilisateurs sur le marché. Et rien que ça, des fois, les gens s'imaginent des problèmes pour d'autres qu'eux-mêmes. Dans ce cas précis, ils n'imaginent même pas le problème, ils arrivent avec une solution. Oui, ils arrivent avec une solution. Et donc, ils tombent amoureux de leur produit ou de leur solution, sans avoir réfléchi un seul instant à ce qu'il y a un besoin. Et en plus, on parle de gens qui sont bien câblés, hein. C'est des PhD, des chercheurs. Donc, en fait, ils s'en foutent. Ils ont fait une recherche fondamentale, ils ont fait quelque chose qui débouche sur quelque chose qui peut avoir une utilité ou pas. Mais ils ne se sont pas posé la question. Et donc, si tu vas partir sur une méthode un peu lourde, comme peut l'être un design sprint, sur quelque chose qui est peut-être pas du tout à mettre sur le marché, ça serait ridicule. Donc, quand on dit passer ça au tamis du Lean Startup, c'est vraiment plus pour voir est-ce qu'il y a la viabilité de l'idée rapidement, qu'on ne parle pas de choses qui de toute façon n'ont pas de sens d'un point de vue commercial, si tu veux. Pour ce cas précis. Hein. Ça nous permet aussi de mettre tout le monde d'accord. C'est-à-dire que quand tu animes un atelier de Lean Startup, que tu fais faire les interviews aux participants, les résultats, ils les partagent, tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que le client a parlé et donc du coup, tu mets d'accord tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas mon projet, moi je pense que c'est… Voilà. Donc ça, c'est super bien. Et c'est aussi bien d'apaiser les problèmes d'ego avant de commencer un design sprint. Et vous utilisez du coup le Canva Lean Startup pour faire ce qu'on appelle souvent les phases… on va dire du exploratoire de problème framing. Ça, souvent, oui, ça peut, oui. Par exemple, la Design Sprint Academy, ils ont modélisé le Design Sprint 3.0 où effectivement la grande particularité de ce Design Sprint 3.0, c'est cette phase justement avant Design Sprint qui va préparer la problématique, du coup garantir l'éligibilité du sujet à l'application du Design Sprint, de garantir le succès aussi du résultat du Design Sprint. Et eux, ils vont passer aussi par un certain nombre d'étapes. Et donc vous, ce que vous utilisez sur ces étapes-là, c'est plutôt le Canva Lean Startup. Quand on est vraiment dans les choux, comme c'est le cas avec nos amis de chez VDCom, parce que malgré eux, ils ne savent pas où regarder vraiment. Quand on est sur des problématiques qui sont un peu plus resserrées chez certains clients, ça va plus être du domaine de un rapide coup d'ethno et puis aller voir un petit peu si on est tous sur la même longueur d'onde pour voir où est-ce qu'on met les pieds avant d'accompagner un client et savoir si on sait de quoi il s'agit. Mais de toute façon, il y a une phase exploratoire avant de se lancer dans on peut se trouver face à des problématiques un peu différentes où notre client nous dit voilà, moi je gère plein de pays et j'aimerais systématiser les design sprints dans tous ces pays et je veux les systématiser même si tu sais qu'on va dans le mur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je veux que les équipes sur place se rendent compte que leur idée n'est pas viable. Et qu'elles prennent le réflexe d'avoir l'outil en tête quand elles se lancent. Là, c'est de dire, ok, vous avez une idée, vous y croyez, ok, on fait un design sprint et vous revenez non pas avec le codir, avec des slides et machin, mais vous revenez avec les résultats de votre design sprint, si vous revenez avec. Et là, on pourra réfléchir à lancer ou pas votre idée. Et là, du coup, on ne fait pas toute cette partie, on fait une partie exploratoire pour comprendre, mais on ne passe pas au Lean Canva parce que ça ne sert à rien. En fait, c'est pas le but. Le but, c'est que les équipes soient onboardées quoi qu'il arrive, dans la réussite ou dans l'échec. Mais parce que c'est une demande du client. Oui, c'est une demande du client, mais je la comprends. C'est-à-dire que chaque pays arrive avec, quand ils font des grandes conventions, ses idées, etc. Chaque pays veut défendre son idée, veut décrocher son budget de la France. Ok, mais comment on fait pour décider ? Donc jusqu'à présent, c'était un peu aléatoire, pifomètre, aux avis des grands pontes qui sont dans les codires, etc. Là, d'un coup, ça met tout le monde d'accord. Il y a des résultats, ils sont tangibles. Si tu penses qu'il y a quelque chose, on peut y aller. S'il n'y a rien, on n'y va pas. Voilà. En fait, je trouve ça intéressant. En fait, on passe en surface finalement sur tout votre process. On a vu l'avant, on a abordé le pendant, mais je pense qu'on reviendra vraiment en détail sur c'est quoi un sprint avec Light Me Up. Et du coup, j'aimerais bien vous demander, après le sprint, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que vous vous arrêtez au sprint ou est-ce que vous allez plus loin dans votre démarche ? On a un biais, comment ça se passe ? On a un biais, mais horrible. Je dis c'est horrible parce qu'en fait, ça nous rattache à tout notre passé, et notamment son passé d'agence. Le côté plugin agency où on sait faire, où on sait aller plus loin que le prototype et mettre en musique le truc et voilà. Malheureusement, c'est souvent la suite pour nous. Et je dis malheureusement, on est très content d'avoir des clients qui nous font confiance sur l'après aussi, mais on ne fait pas de design sprint, contrairement à ce que fait Ex Machina par exemple. Vous connaissez Ex Machina, pas l'agence de com qui est à Limoges, je crois.
C'est le frère de Carlos Diaz, Manuel Diaz. Manuel Diaz qui a monté cette agence. Et qui a eu cette réflexion assez intelligente l'autre jour de dire moi, avant toute étude de mes clients sur des marketplaces, je veux qu'on commence par un design sprint. Génial, bon prérequis, il faut savoir si on est sur le bon problème, la bonne direction, etc. Nous, c'est pas ça, nous, c'est l'inverse, on vend du design sprint, mais après, les gens savent qu'on sait développer, qu'on a des équipes en remote un peu partout et qu'on peut développer bien et vite et généralement de façon compétitive. Donc on se retrouve à faire l'ancien boulot d'agence pour certains de nos clients. On le fait avec plaisir, mais on se resserre un petit peu sur des outils conversationnels, type chatbot, et des plateformes affinitaires. Parce que si on se remettait à faire du site web et des applications, je pense que là on serait en train de refaire ce qu'on a fait il y a 15 ans et Mais c'est pas le but. Ce qui est rigolo là-dessus, c'est que moi j'avais fait partie de l'AACC, c'est l'Association des agences de communication, donc la partie interactive. Donc là, en lançant sur le design sprint, je les ai tous rappelés et je suis allée leur pitcher aux agences sur le principe du design sprint. Qu'ils découvraient pour la plupart. Qu'ils découvraient pour la plupart et ils ont super peur. En gros, ils me disent, mais tu veux dire que tu nous enlèves toute la phase de réflexion, toute la conception, toutes les itérations, en fait tout ce qui nous fait gagner de l'argent, c'est parti. Et donc là, je me suis rendu compte, je me suis dit, on a un boulot dingue encore d'évangélisation pour expliquer que c'est mieux d'aller plus vite, que c'est mieux de faire vite et bien tout de suite que faire traîner les choses. Et que même si on a l'impression de perdre quelques jours hommes au départ, on va en gagner tellement après. Et c'est vrai que ce serait presque une super technique de vente, le design sprint, puisqu'une fois que tu as co-conçu avec ton client sa solution, que les utilisateurs sont contents, en fait, il est content, mais de toi. Et donc, il a beaucoup plus de facilité à te confier son brief. Et moi, j'ai l'intime conviction, si j'ai revendu mon agence, c'est aussi parce que je trouvais que le modèle des agences était en train de péricliter et j'y crois plus tel qu'il existe aujourd'hui. Je pense que c'est devenu très, très dur. Beaucoup de compétition avec des talents gâchés et des slides, des créas. Enfin, c'est un gâchis extraordinaire. Alors qu'on pourrait embarquer les clients avec un design sprint qui finalement deviendrait un peu leur brief, validé, et après laisser l'agence travailler correctement. Donc je trouve que le design sprint, c'est un bon moyen de vendre et de transformer les agences. Mais je n'ai pas encore réussi vraiment à les convaincre. Il y a un vrai problème d'être jugé parti. C'est-à-dire que tu ne peux pas être pourvoyeur de facilitation en ayant derrière un agenda de commercialisation de trucs. C'est un biais dès le départ. Oui. Donc il faut quand même que ce soit fait avec une intelligence et une finesse qu'aujourd'hui les agences n'ont pas. Si tant est qu'un jour elles puissent l'avoir. Mais je pense que c'est vraiment des métiers différents et qu'il ne faut pas qu'elles se lancent là-dessus, mais j'espère bien qu'on les bouffera. Parce que je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'aller vers l'intelligence collective et la co-création. Je pense que le modèle d'arriver avec une solution toute cuite faite en chambre, c'est un modèle de vieux, pour les vieux et pour les gens qui pensent vieux. Et je pense effectivement que ça fait très peur que des méthodes arrivent pour foutre un coup de pied dans la fourmilière et dire que ton TJM avec tes 60 gugus pendant 15 ans chez moi qui me coûte une blinde, en fait, et c'est d'ailleurs un argument de vente quand tu vends un design sprint, c'est certes je vais vous faire gagner 6 mois, mais surtout je vais te faire gagner tes 40 gugus de chez Cap, tes 30 gugus de chez KPMG et tes 3 gars de je sais pas où, tu les vires parce qu'en fait tout ce qui te pompe d'un reco et que tu liras jamais, moi en 4 jours je vais te faire le design sprint qui va te permettre d'actionner ou non sur ce chantier. Je fais une grosse caricature, mais oui, le premier argument de vente c'est je te fais gagner du temps et de l'argent. Alors comment vous arrivez chez Light Me Up sur cet accostage entre ce que vous avez comme résultat à la fin du design sprint et puis après derrière ce qu'on va être capable de délivrer sur le marché en termes de solutions, parce que en sortie design sprint, vous me dites si je me trompe, peut-être chez Light Me Up on le fait un peu différemment parce qu'on n'est pas encore entré dans le détail de comment vous travaillez le sujet. Mais normalement, en sortie dans design sprint, on a un prototype sur un cœur de sujet, sur, on va dire, une problématique critique du produit ou du service qu'on a envie de prototyper, mais on n'a pas l'exhaustivité du service. Et à partir de là, du coup, comment vous reliez les ponts entre cette vision qui reste partielle, même si on a adressé le cœur du problème, mais elle reste partielle, et une première solution. On retombe dans les travers. Non, mais on n'a pas vraiment besoin, surtout c'est que les clients nous le demandent. Oui, mais on retombe dans les travers. Donc, ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, tu as testé quelque chose qui est parcellaire, qui est une petite séquence, et évidemment, ce n'est pas tout le produit. Donc, si on nous demande de mettre l'intégralité en musique, j'aime pas cette phrase, mais bon, bref, de fabriquer l'objet, le service, le produit, on va devoir aller dans des zones de test et peut-être qu'on va devoir itérer, refaire des petites bribes de prototypes d'autres choses, mais ça, ce sera plus
peut-être des workshops plus design thinking. Mais en tout cas, on va toujours être dans cette espèce de processus d'intelligence collective. Et s'il faut délivrer vite quelque chose de simple, dans ce cas-là, le prototype peut être une bonne base. Est-ce que vous arrivez à faire plusieurs design sprints sur un même produit, un même service? On essaie de le faire. Alors je dis ça parce qu'aujourd'hui, nous en tant que pratiquants aussi, c'est des choses qu'on peut avoir du mal quelquefois. Il y a une maturité du marché autour de ce type de méthodologie, certes. Sauf que une immaturité, tu veux dire. il y a aussi, moi je constate, en tout cas de mon point de vue, une maturité des acteurs autour de ce sujet qui est arrivée très très vite. C'est-à-dire qu'ils ont très vite compris, ça on en parlait dans le podcast d'introduction justement, mais au départ les références étaient des références anglo-saxonnes qui venaient de la Silicon Valley, qui étaient des grosses boîtes à succès. C'était très difficile de trouver une résonance dans les boîtes françaises qu'on adresse sur ces succès-là parce que c'est pas les mêmes structures, c'est pas la même façon de travailler, c'est des boîtes qui sont beaucoup plus jeunes. Et dans des boîtes qui sont plus à la papa, un peu plus poussiéreuses, c'est difficile de se dire mais ce modèle-là il va fonctionner en interne, non, parce qu'il y a trop de chez moi il y a trop de process, il y a un legacy trop important, on n'arrivera pas à avancer comme ça. Sauf qu'en fait petit à petit c'est un peu comme le coronavirus quoi, c'est-à-dire ça arrivait et ça a pris sur l'actualité. Moi je suis dans la métaphore, tu me connais. C'est un peu comme le coronavirus, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure ça a fait ses petits, et puis comme on voit qu'à côté ça fonctionne, c'est pas la métaphore s'arrête là, donc, mais comme on voit qu'à côté ça fonctionne bien, du coup on se dit pourquoi pas, ça peut être applicable dans mon contexte aussi. Sauf que la limite c'est qu'on a du mal à activer plusieurs design sprints sur un même produit, là où même en tant que consultant, ou en tout cas en tant qu'extérieur, on pourrait très bien se dire sur ce produit-là, sur ce service-là, il y a une complexité qui est assez importante qui mériterait d'itérer. Parce que c'est qu'on est quand même là au départ, on doit itérer. Et il y a une conception du marché qui est de se dire à la fin du design sprint, je vais avoir un produit fini, hop, c'est fini, voilà, exactement. Nous, on est assez clair sur le fait que qu'est-ce que vous vivez, vous Nous, on est très clair sur le fait que c'est une maquette et pas du tout quelque chose. On est clair dans les propositions commerciales. Oui, mais dans la factuellement, aujourd'hui, on n'a jamais réussi à en vendre un deuxième parce qu'effectivement, il y a un côté fin de l'aventure. Et peut-être même une perception que s'il y a besoin d'un deuxième, c'est que ça a été un échec au début. Et ça, c'est une question de maturité et de perception. Et je suis d'accord, ça doit changer parce que c'est au contraire, tu dois pouvoir vendre ton deuxième design sprint pour aller plus loin, pour affiner, etc. Alors, juste un point, on va rentrer dans le cœur du design sprint, mais nous, on propose quand même de prototyper une seconde fois après le premier état. C'est-à-dire nous, on le fait en 4 jours. On aime bien, plus c'est court, je sais. Mais on arrive avec un prototype le vendredi qui est testé et souvent la semaine d'après, on retravaille le prototype et on le refait tester. Déjà pour arriver à être plus près du but. Et après, dans tous les projets où on va plus loin, on est quand même dans ce même mindset qu'on a eu dans la Silicon Valley où en fait, on essaie de dire au client, ok, vous voulez lancer, mais concentrez-vous sur une fonctionnalité, lançant une chose à la fois. Et on a validé une chose, allons-y quoi. Voilà. Donc on ne se lance pas derrière en prod. Par exemple, on a fait un chatbot là pour un client. On s'est vraiment arrêté sur la partie FAQ, recherche dans la phase de design sprint. Et après, on n'a pas fait plus. Et on refera, je pense, un design sprint quand on aura trouvé le bon product market fit pour ça. Voilà, parce que je pense qu'il est convaincu et que ça pourra avancer. Voilà, s'il est d'accord. Mais voilà, nous, on est quand même assez là-dessus en disant on ne veut pas développer, d'ailleurs, on ne les prend pas, ces projets-là, des gros projets avec plein de choses. On a validé quelque chose, ok, proposons-le au marché, quoi. Voilà, déjà. Quand vous nous avez raconté l'histoire, ce qui m'a marqué finalement, c'est que vous revenez de la Silicon Valley en ayant un peu appris à échouer finalement, et c'est ce qui vous rend fort et qui vous fait dire qu'en fait, il faut apprendre aux entreprises françaises à rentrer dans cet état d'esprit. Et finalement, ensuite, vous faites du design sprint en France et a priori, de ce que j'ai compris, ça a toujours été un résultat positif. À la fin, ça a fonctionné. Du coup, je voulais savoir, est-ce que finalement, vous avez été confronté à un cas où vous avez fait un design sprint et les clients se sont pris, enfin l'idée s'est pris une grosse vôtre et vous avez dû rebondir dessus ou ce n'est pas encore arrivé? En fait, c'est arrivé dans un cadre un peu particulier puisqu'on était... mais les étudiants. Ouais, avec des étudiants. Sinon, avec nos clients, non. Mais peut-être parce qu'on a ce côté un peu business aussi au départ et qu'on essaye d'orienter le truc pour que ça ne se crache pas complètement. Et que dans la Secret Sauce, tu sais aussi que le casting, il joue pour beaucoup. Si tu as une brebis galeuse au milieu, ton truc ne fonctionnera pas. Et qu'on a eu la chance d'avoir des équipes qui étaient toutes on board dès le départ. Ce qui change la donne. Hein. Si tu as quelqu'un qui ne veut pas jouer le jeu... Oui, mais dans ces étudiants, c'était assez rigolo. Donc on avait 104 étudiants, 20 projets de start-up. Et ils ont tous fait un design sprint qu'on a animé avec Nat. Alors peut-être que tu peux nous redonner un petit peu de contexte. Oui. Ouais, c'était une formation en fait où
Rémi Bataille nous avait donné ce challenge complètement fou d'animer. Rémi Bataille qui est le responsable du parcours entrepreneuriat à l'éthique. Ok. Et on en profite pour remercier Rémi, grâce à qui la rencontre de ce podcast a lieu. Merci Rémi. Merci Rémi. Et en fait, bon, quand on est arrivé, il n'y avait pas 10 équipes, il y en avait 20. Donc là, on l'a vraiment maudit. Ils étaient tous censés avoir une idée et certains n'en avaient pas qu'une. Et là, on l'a encore plus maudit. Donc là, typiquement... Alors attends, quand vous êtes arrivé, parce que vous êtes arrivé un matin, vous alliez commencer le sprint et il y en avait 20 au lieu de 10. Oui. Et comment c'est possible de ne pas avoir anticipé le fait il s'est trompé, ou alors il n'a pas voulu le dire. Une dizaine, il y avait une dizaine. Il n'a de pas voulu nous groupes. faire faire. Déjà, une dizaine, on n'était pas sûr d'y aller. Et en fait, Parce à qu'on une était dizaine, que on deux. avait un On peu était que hésité. tous les On deux. n'était que 2. On arrive devant l'amphi et donc on commence à expliquer. On avait prévu donc de faire un design sprint dans 4 jours avec une formation le lundi. Donc ça nous mettait au vendredi. Et là, on commence la formation, etc. Et les gamins nous disent, mais en fait, moi j'ai encore 12 idées, moi j'en ai encore 15. Et en fait, la semaine d'avant, ils avaient fait une session d'idéation, etc. Et ils étaient censés valider le vendredi d'avant leur problème, leur solution, leur start-up. Une idée. Qu'ils allaient garder toute l'année quand même. Et en fait, les 3/4 ne l'avaient pas fait, quoi. Donc là, on s'est retrouvés direct, on les a mis dans le lean, on a fait OK, vous partez où vous voulez, vous allez tester, vous nous dites s'il y a des problèmes, s'il y a des solutions, etc. Donc vous les avez envoyés sur le terrain. Sur le terrain. Et donc on a annulé notre formation. Avant de commencer le sprint. On a tout annulé, on a arrêté de faire notre formation. Et qu'est-ce que vous leur avez dit exactement? Vous leur leur avez donné des outils? On leur a donné les 9 cases. On leur a dit, vous allez remplir vos 9 cases de Lean Startup. Vous nous trouvez l'idée sur laquelle vous allez vous amarrer pendant la semaine. Parce que sans idée, on ne peut pas faire de design sprint. C'était pas possible. Au moins l'idée, quoi. Et donc voilà, et donc ils sont tous allés tester 2-3 idées, ils ont quand même trié, et il y en a plein qui ont pivoté, qui ont switché parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne réglaient pas un vrai problème, par exemple. Donc voilà, et donc le mardi matin... Ouais. Alors il y avait, j'en profite pour rebondir un petit peu sur la discussion, j'entends d'avoir une idée. Généralement, on se dit qu'on s'accorde en début de design sprint plutôt sur une bonne formulation du problème, en tout cas du besoin. Et que c'est sur l'idée qu'on va itérer. Attends, on n'était pas là. On était très loin. Parce qu'ils n'avaient même pas de sujet. D'accord. C'était... T'as raison, quand j'ai idée, c'était une mauvaise formulation de ma part. On leur a pas demandé d'aller trouver l'idée qu'ils allaient suivre. On leur a demandé de valider le problème et leur solution dans le tableau du Lean. Donc j'ai dit idée, c'est un faux sens. Mais pour quand même répondre à sa question, parce que si on ne va pas raconter toute la semaine de design sprint... Il m'a demandé du contexte. Oui. Ah oui. Moi j'aime le contexte. La notion d'échec, donc c'est la seule fois où on l'a vu. Et c'est pour ça que je te disais le casting joue pour beaucoup, c'est qu'il y a eu une mauvaise prédisposition d'une équipe et on n'a rien vu. Alors tu me diras, quand on a 19 d'équipes, c'est normal qu'il y en ait peut-être une qui passe à travers les mailles du filet, mais en fait ils ont été assez habiles, c'est-à-dire que le gars ou les 2 gars ou 3 gars dans l'équipe n'avaient pas vraiment envie de tester des choses, avaient déjà une idée très précise de ce dont ils avaient besoin ou ce qu'ils avaient envie de faire, et ils ont utilisé l'outil pour surfer de façon à ce qu'on ne voit rien du tout, et qu'on croit que c'était les conclusions de la méthode. Et donc ça, évidemment, à un moment, tu ne peux plus mentir. Quand on est arrivé en phase de test, ils avaient un truc intestable, qui ne testait rien. Catastrophique. Et là, on s'est dit, merde, où est-ce qu'on s'est fait avoir? Et là, c'était un échec, mais presque plus pour nous que pour eux, parce qu'eux, ils étaient... Ils n'étaient pas contents quand même, parce que je leur ai fait tout refaire. Mais c'était un échec pour nous, parce qu'on s'est dit qu'on n'avait pas vu, qu'on s'était fait bananer. Mais ce qui était intéressant... Un facilitateur qui aurait été tout le temps là à leur côté ne se serait pas laissé avoir. Voilà. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir qu'en revoyant le prototype, en regardant les premiers résultats d'interview, je savais qu'il y avait un bug dans le design sprint. Donc j'ai remonté chaque exercice avec eux jusqu'à me rendre compte qu'en fait, ils m'avaient floué, mais au départ, sur la map, ils ont rajouté des post-it pour me dire que c'était là qu'il y avait un problème, alors qu'il n'était pas du tout là. Donc voilà. Et donc ça, c'était finalement, tu disais, c'est le problème qui est mal identifié, tu veux aller là où, emmener le sprint là où tu veux, ça ne marche pas à la fin. Et ça, c'était et ça, c'est ce qu'on a appris à ce moment-là et qui était assez important pour nous de se dire voilà, on peut vraiment pas manipuler trop la méthode, ça marche pas du tout. Mais mine de rien, je pense que ça répond quand même pas à ta question parce que c'est pas vraiment un échec de la méthode, c'est un échec de posture plus, je pense. C'est une question de présence sur le sprint finalement ou parce que moi, dès que vous me dites, on était 2 sur une dizaine ou 20, 19 groupes. 19 groupes de combien de personnes au 4 ou 5 ou 6 par groupe. Ouais. Ok. Donc mais il y avait des facilitateurs. Une centaine de personnes. Ouais, il y avait 104 personnes. Ouais. Ah non, c'était dingue. Et comment? Beau challenge. Alors c'était très rigolo, c'était un peu sportif. Effectivement, ça dénature un peu le rôle qu'on a eu, puisqu'on n'était plus facilitateur d'un groupe, on était super facilitateur de gens qui constitués en groupe avaient eux-mêmes des facilitateurs.
Ça change l'exercice. Mais c'était drôle. Les facilitateurs étaient des facilitateurs étudiants que vous aviez coachés? Malheureusement. Alors, il y en avait certains qui étaient déjà en agence et qui avaient déjà fait des design sprints. Alors c'était cool parce qu'eux, ils avaient forcément leur vision du design sprint et pas la nôtre. Donc là, il y a un petit fight en disant en fait, tu vas suivre mes recommandations et puis tu iras animer un design sprint la semaine prochaine dans ton alternance à la façon de ta boîte parce qu'on était obligé d'avoir tout le monde. C'était plutôt très ouvert. Ouais, on avait nommé un facilitateur. Moi, j'avais fait une présentation en fait très détaillée de chaque exercice, etc. Avec vraiment une roadmap de tout ce qu'il devait faire, le timing, etc. Donc en suivant, alors des fois ils me disaient il manque ça, on rajoutait les choses, mais en suivant le PowerPoint, ils pouvaient faciliter leur design sprint assez, facilement, je ne vais pas dire ça parce que c'était chaud pour eux, mais ils pouvaient le faire, quoi. Ok. Est-ce que justement, je pense que c'est le bon moment pour que vous nous expliquiez un petit peu faire un design sprint avec Light Me Up, comment ça se passe, à quoi ça ressemble, on va rentrer dans le concret, donc on peut s'appuyer sur par exemple le PowerPoint que tu avais, comment vous déroulez la méthode et comment vous guidez les gens, quelle méthode vous utilisez? Est-ce que c'est les 4 jours, j'ai cru comprendre, 5 jours? Est-ce que vous avez déjà essayé les différentes versions? Enfin voilà. Assez fan d'Edgy & Smart, que je suis beaucoup et j'ai pas mal échangé avec Jonathan, etc. Et du coup, j'ai un peu adopté, parce que je trouve que ça marche bien, leur façon de travailler. Où en fait, nous, on fait donc une semaine de préparation à peu près avant avec les équipes, souvent en remote. Et on fait vraiment 2 jours de workshop, le lundi et le mardi sur les 4, avec tout le monde. Éventuellement, on fait venir le décisionnaire juste au moment clé quand vraiment il ne peut pas se libérer, parce que ça arrive. Mais voilà, on essaie de concentrer vraiment sur 2 jours, parce que pourtant, Dieu sait qu'on est anti-réunion, etc., et qu'on pense vraiment à la puissance de vider les agendas et de réunir tout le monde. Autant au-dessus de 2 jours, en France, nous, on a trouvé ça super compliqué, et voire même bloquant pour pas mal de choses. Donc on fait 2 jours de workshop avec tout le monde, et après, le prototype, souvent, on le prend en main nous, puisque on a ce côté plugin agency, donc on a des gens qui font, etc., et les tests aussi. Alors les tests, on aime bien que les clients y participent parce que c'est quand même important qu'ils voient les résultats, mais des fois ils veulent pas, donc ou ils n'ont pas le temps, ou voilà, et donc ils veulent voir les vidéos, ou ils ont peur aussi parfois de se confronter eux-mêmes à leurs clients. Donc voilà, et après on a une 3e semaine finalement où on fait de l'itération et on refait un prototype V2 et on refait des interviews. Voilà, donc... Vous repartez en mode atelier sur cette 2e semaine ou pas? Non, juste en restitution. D'accord, vous restez en chambre, vous itérez vous-même sur la base de ce que vous avez appris avec eux. Non, c'est un atelier. Il y a un atelier pour tu reviens avec ton truc et on revoit ce qu'on peut faire ensemble. Ouais, on a fait une restitution. Mais attends, juste quand on a les interviews, c'est quand même assez clair ce qu'il faut modifier pour tout le monde. Donc le vendredi, quand on a les conclusions des interviews, etc., qu'on discute avec le client, la roadmap pour refaire un prototype, elle est claire. On va pas... on ne refait pas un design sprint, on prend les vrais problèmes qui nous ont été soulevés. Mais il y a toujours la théorie et la pratique. C'est comme ce que tu as dit sur la présence et les tests. Jamais on ira défendre le fait qu'il faut qu'on fasse nous les tests. C'est une hérésie, pardon pour le micro. Cependant, il peut arriver que les gens disent « oh, les tests… » Mais c'est toujours plus difficile de revenir avec des retours de tests qui n'ont pas été faits en première main. Il y a toujours cette espèce de suspicion, de doute. Alors donc il faut que ce soit fait par le... On ne dénature pas le sprint volontairement, mais on s'adapte. Et c'est un petit peu ça le problème. Parce que moi j'aimerais bien qu'on puisse faire 4 jours d'affilée en libérant les agendas avec les C-levels qui sont là et qui peuvent être vraiment là tout le temps. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous vraiment, mais nous on n'a jamais réussi à avoir vraiment tout le monde du jour 1 au jour 4 tout le temps. On l'a en start-up quand on fait ça. Oui, alors oui. Alors attention, on accepte les start-up. Mais sur les corpos, c'est assez rare que ça soit le cas. Donc voilà. Et après, on est assez rigoureux sur la méthode. On n'a pas. Je sais que quand on a coaché les étudiants, il y en a beaucoup qui nous disaient quand ils faisaient de la facilitation qu'on était super chiant, super. Sur le timing, etc. Je sais que certaines agences modifient certains ateliers, etc. Moi, j'ai trouvé, et je l'ai vu encore une fois, je suis désolée, mais ce truc de l'éthique, là, de faire 20 design sprints en simultané, c'était quand même assez fort de voir. En fait, on voyait qu'à partir du moment où il y avait une tentative d'adapter un truc, de sauter quelque chose, ou ça ne marchait pas. Et le nombre de fois que je les ai fait repartir en arrière, en disant, en fait, là, vous avez adapté la méthode à votre sauce, mais ça ne marche pas, donc on repart. Donc moi, j'ai essayé pas mal de choses et je trouve que je suis assez puriste, finalement, sur le côté
exercice, timing, etc. Je me donne pas Donc, trop tu as le liberté. guide d'animation IGN Smart, Ouais. celui qui donne dans leur masterclass. Ouais. Ok, vous l'appliquez à la Ils lettre. l'ont un peu upgradé dans le level up. Ouais. Du coup, ouais. Oui, on Bah, l'applique. Ça dépend, parce que par exemple, sur certains sujets, comme les brand platforms, Ah oui, mais ça, c'est pas le design sprint en non, 4 jours, c'est bah, le ouais, truc en mais, 3 heures. bah oui, oui, en 3 heures, mais sauf que nous, on le propose en 2 jours. Travailler autour de problématiques qui sont plus larges. Oui, mais c'est plus, là, c'est plus un design sprint pur et simple. C'est, on Ça s'appelle prend design sprint, moi je réponds les mots. Non, parce que Jack Knapp, il a fait ce fameux brand platform en 3 heures. Donc, une sorte de mini design sprint. Sauf que nous, historiquement, on travaille beaucoup sur la value proposition et la plateforme de marque auprès de pas mal de startups, souvent à la demande de fonds d'investissement, qui disent voilà, nous on bosse avec des startups, mais au bout d'un premier round et deuxième round, en fait, ils n'ont toujours pas levé la tête de leurs produits et ils ne savent pas se raconter, donc venez les aider. Donc on intervenait là-dessus et en fouillant un petit peu, on s'est aperçu qu'il y avait ces petites formules de mini design sprint sur ces sujets-là. Vous pouvez nous rappeler un petit peu de quoi il s'agit sur ces design sprints de marque finalement? En fait, c'est assez simple parce qu'il pose des questions où vous voyez-vous dans 20 ans, quelles sont vos valeurs, mais c'est juste, tout est timé et donc en 3 heures, on tombe une plateforme de marque et ça reprend un petit peu les typologies d'exercices que tu as Purpose, demandé. vision, mission, Voilà. values, tactics, Mais strategy, etc. Jack Et pour Knapp, vous, ça c'est un préalable à un sprint produit par exemple? Non, ça peut être c'est complètement indépendant. C'est complètement En fait, indépendant. quand je te parle de ça, c'est justement parce qu'on intervenait beaucoup sur ces sujets-là et qu'au bout d'un moment, et c'est complètement hors méthode, enfin, nous pour le coup, on n'appliquait pas forcément de méthode, on était plutôt sur de l'intelligence design collective, du thinking. design thinking, mais et quand tu vois que le design sprint s'attaque aussi au problème et apporte des petites solutions en version compressée, je me suis dit tiens, pourquoi pas, comme on aime un petit peu Mais en fait, Jack, il a monté ça parce qu'il fait beaucoup de workshops, etc. Et il n'a pas, il a pas pas le 4 temps, jours, hein. en fait. Il a pas le temps. Et donc, du coup, c'est une cliente chez Open Classrooms qui m'a dit, mais va voir, tu veux pas nous faire ça, le truc en 3 heures? Je fais, mais il n'y a pas de design sprint en 3 heures. Et là, j'ai découvert l'article, je fais, mais non. Voilà. Bon, après, il n'y a rien de révolutionnaire, hein, c'est un mini design sprint. Il y a une phase de test dans ce sprint? Ouais. Je n'ai jamais fait. Ouais, Il y a une phase de test en 3 heures. Tu testes, ouais. Ok. Mais c'est ta plateforme de marque, donc tu la testes avec les gens qui sont du autour de test, toi. voilà. Tu vois, donc D'accord. T'as pas de prototype. C'est pas la même envergure. Non. Ah non, c'est Non, pas non. du tout la même chose. Ok. Bah, on est dans de la sémantique essentiellement. Ouais. Donc, Ok. Mais voilà, pour revenir sur le truc, je pense que ce qu'on apporte peut-être de différenciant, c'est plus déjà le fait de faciliter d'animer à 2. Et comme vous avez pu le constater, quand on parle, on n'est pas tout le temps d'accord. Et ça peut permettre de libérer la parole dans un design sprint, oui, mais de libérer un peu les idées et de laisser les gens, des fois, sortir un peu de leur zone de confort et se dire, attends, si eux ne sont pas d'accord, peut-être que nous, on peut se permettre de réfléchir un peu plus loin. Donc ça, c'est chouette. Et après... Ce que tu veux dire, c'est que vous montrez l'exemple par votre attitude pendant les sprints? Bah, en fait, le fait de ne pas être d'accord sur certaines choses, tu vois, quand les gens débattent, ils vont dire, tiens, moi je dis, non, je ne suis pas d'accord. Et voilà, et là, d'un coup, ils se disent, en fait, eux ne sont pas d'accord entre eux, donc moi, j'ai le droit d'avoir un point de vue. En fait, ça libère la parole, ça libère la capacité des gens de juste se dire, ok, en fait, je peux penser autrement. Et sur un sprint, vous animez tous les deux le sprint et vous y participez en même temps? Ça dépend. Quand préfère pas. c'est pas idéal, mais ça nous arrive. On avait animé un sprint pour une PME qui avait un véritable enjeu super fort. C'était donc ça s'appelait l'Aromatech, c'était plusieurs boutiques et l'idée c'était de franchiser, donc de vraiment grossir le modèle, une vraie étape. Et les banques ont dit ok, on suit, mais s'il y a une boutique digitale. Et la personne m'a dit mais moi le digital j'y connais rien. Et donc du coup animer un design sprint avec des gens qui viennent des plantes pour imaginer un site e-commerce, c'est compliqué. Et donc dans ce cas-là, moi j'ai fait les deux. J'ai facilité et participé pour apporter des solutions, pour donner, j'ai même presque formé au digital en même temps. Donc franchement, c'était éreintant. Mais le résultat a été vraiment fantastique pour le coup. Et comment tu gères cette schizophrénie quasi? Parce que moi, perso, je suis complètement fervent de chacun son rôle, par exemple. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand j'anime un sprint. Je ne prends pas parti. Même si dans un sprint, moi quand je forme effectivement à la facilitation sur un sprint, j'ai tendance à dire qu'il y a une espèce de double jeu de la part du facilitateur qui n'est pas juste facilitateur mais qui amène aussi du conseil à certains moments.
Donc la frontière est fine entre le fait d'être à la fois jugé parti, d'être trop influenceur quelquefois auprès des décideurs ou ce genre de choses, et en même temps d'avoir une posture tout à fait neutre qui est juste de faciliter la prise de décision. Mais quelquefois, pour faciliter la prise de décision, il faut arriver à amener de la hauteur de vue, poser les bonnes questions, ce genre de choses. Et je sais que j'aurais énormément de mal. Je l'ai fait une seule fois, j'ai été jugé parti d'une certaine façon, c'était notre premier sprint. Pour la Poste où j'ai pas pu résister, c'était le premier, je savais pas si on allait en faire après, et du coup j'ai réalisé un proto aussi. Bon alors il a à peine été regardé, donc ça devait pas être une bonne idée, mais en tout cas j'ai fait les deux, et je sais que depuis, c'est un truc que je referai pas, je me sens pas du tout à l'aise, et j'ai l'impression du coup après de perdre un rôle, vraiment, d'arriver à plus incarner un rôle bien comme il faut, me perdre sur les deux tableaux. T'as entièrement raison, là le problème c'est que l'équipe était réduite, il y avait quoi, ils étaient 4 3 4 ouais. Et ils connaissaient que dalle en digital. Enfin, volontairement, c'était pas leur métier. Donc, avec le passif d'agence digitale, malheureusement, même si tu mets la barrière, il y avait une demande. Moi, je te rejoins pas sur malheureusement, c'était vraiment passionnant. Non, mais c'est intéressant du coup d'avoir des retours d'expérience. Moi, j'ai cette posture vraiment entrepreneuriale. Donc, c'est vas-y, lâche-moi, je vais construire l'avion en sautant. Il n'y a pas de compétences digitales. On va dans le mur s'il n'y a personne qui le fait. J'apporte le truc, je facilite et franchement, je m'éclate. Et je ne me pose pas de questions métaphysiques de savoir si je suis jugée partie. Je vois juste que j'apporte des solutions. Parfois, j'en fais plusieurs, tu vois. Là, j'en avais fait 3 pour compléter. Et c'était juste une façon de leur donner une vision web de leurs idées, en fait. Et après, quand tu votes, ils disent « Ah, mais la façon de voir ce truc-là, avec mon idée dedans, ça va marcher. » Franchement, le résultat a été dingue. On voulait monter un site e-commerce. Finalement, on s'est retrouvé avec un bloc de contenu sur un sujet spécifique qui était la maladie de Lyme qu'elle porte dans les médias, etc. Et du conversationnel. Oui, attends. Et en fait, tu lisais l'article et à la fin, on te disait les symptômes et que tu pouvais tenter telle chose, telle chose, telle chose. Donc, tu arrivais par le contenu au produit. Donc, ça, c'était juste génial. Tu n'avais pas une boutique où tu pouvais dire, tiens, je veux ça, je veux ça. Tu arrivais par du contenu, par un problème spécifique. Et en plus, elle me disait, mais moi, ce que je vends, c'est effectivement de pouvoir, 20 minutes, elle passe en boutique avec chaque personne qui vient avec son problème pour lui trouver les bonnes réponses, etc. Elle me fait sur un site web, c'est fini. Et on a mis en place un chat live. Elle a embauché une nana qui venait répondre aux questions des gens, venir les orienter en poussant les bons produits, les bonnes pages, etc., les bonnes pages de contenu. Et c'était juste dingue. Du coup, on a poussé le truc à monter des formations en ligne, ce qu'elle n'aurait jamais imaginé alors qu'elle en fait, elle, en présentiel. Et donc son truc, j'aurais jamais imaginé que ça allait avoir cette tête-là. C'était quelque chose que j'avais jamais vu. Et c'était super fort. Et on a fait un dossier, etc. Elle allait voir ses banques, et les banques ont dit banco, on y va. Et alors dis-nous, l'idée, elle venait de toi, qui a été choisie? Pas du tout. C'est en vrai fait, l'idée, moi, je voulais leur mettre, pardon pour le micro, je voulais leur mettre un chatbot parce que je pensais vraiment que, donc ça, je leur ai apporté cette idée, te dire, on peut mettre un humain qui répond, on peut humaniser votre site. Mais moi, j'étais quand même partie sur un site e-commerce avec vraiment des menus. Je me rappelle, j'étais allée dans les Lightning Demo, je leur ai montré Patagonia, machin, des trucs, voilà, tu vois, pour voir des grands menus avec plein de trucs, etc. Et ils n'ont pas lâché. Elle me fait, non, ça ne me ressemble pas, j'irai pas. Moi, je veux raconter des histoires, je veux régler des problèmes des gens, etc. Et en fait, elle me présentait des blogs, quoi. Et là, j'étais là, mais où tu veux aller? Comment? Et d'un coup, en prototypant, en faisant le storyboard, tout a pris vie et ensemble. Et on a vraiment co-construit quelque chose d'assez dingue. Et si on a pu le faire, c'est qu'à des moments, on s'est interdit de débattre parce qu'on a juste voté avec tout le monde. Si on a pu le faire, c'est parce qu'il y avait des idées des deux. Qu'elle a pris ses décisions, elle, finale, à la fin, parce qu'elle était décisionnaire et pas moi. Et on a eu quelque chose de vraiment performant parce qu'on a mêlé les deux. Et pour moi, c'était une véritable victoire. Et d'autant plus importante que si je l'avais fait pour n'importe qui d'autre, parce que c'était vraiment la clé de son scale-up. Elle a pu lever, elle va ouvrir sa franchise, elle va ouvrir sa boutique digitale. Probablement que ce sera la plus grosse partie de son chiffre d'affaires, in fine. Donc non, c'était une véritable victoire. Et ce sera à refaire, mais à 100 000%, je le refais. Il y avait qui dans ce sprint? Tu peux nous décrire un peu la Il y avait la fondatrice de la boîte. Il y avait la nana qui était en charge du service client, donc qui traite les commandes, la chef des vendeuses. Et il y avait la personne qui s'était associée avec elle, qui était plus sur la partie technique, parce qu'en fait, quand tu as plusieurs boutiques, il te faut des caisses, des stocks, etc. Et la quatrième personne, c'était la personne qui s'occupait de son site web. Mais alors vraiment, là, pour le coup, on était dans le mode agence hébergement des années 2000. Quoi. Okay. Donc, on n'était pas... voilà,
mecs, ils le parlaient en salue, d'ailleurs, binaire. au passage. On les adore. Mais ils voyaient en binaire, quoi. C'est-à-dire qu'il n'était pas du tout au fait des stratégies digitales. C'était très drôle. Voilà. Non, mais il y a toujours des profils qu'on a aussi besoin d'embarquer. Oui, Pas bien sûr. forcément parce qu'on attend une idée forcément très innovante de leur part, mais on attend d'eux parce que ce sont des personnes qui vont porter aussi le projet derrière, Ouais, qui bien vont Tout à être fait. un facteur clé de succès, enfin des acteurs du Exactement. succès de la réalisation de cette idée, donc on a besoin de les embarquer. Et des fois, c'est des très bonnes surprises. Il y a des profils où tu dis, bah non, Ouais. enfin, on l'embarque parce qu'on est gentil, et qu'il le faut dans la team. Et en fait, ils arrivent et ils ont la bonne approche, le bon état d'esprit. Et je trouve parce que des fois, je trouve que les clients ont un peu des idées préconçues sur les différents métiers. Et ils ont tendance à exclure ou à se dire, bon, bah, on le prend, mais ça m'embête. Là où en fait, il faut les décomplexer aussi et dire que c'est pas parce que tu es développeur et que tu passes tes journées à faire du code que tu vas pas avoir des super idées business, design, Ça, je etc. suis tout à fait Et c'est d'accord. aussi une des forces de l'exercice et de la méthode. De pouvoir mettre autour de la table des gens qui ne sont pas habituellement mis en... Enfin, on en disait tout à l'heure. Moi, c'est quelque chose que Attends. j'ai fait très tôt dans ma carrière. C'est-à-dire quand j'avais monté mon agence, je mettais tout le monde. Bon, il y avait l'assistante, les créas, les devs, etc. Pour chaque compète, on brainstormait ensemble. Alors, il n'y avait pas encore design thinking, design sprint, mais on allait vraiment chercher. Donc ça, je crois vraiment. Et moi, j'aime beaucoup les gens qu'on n'entend pas. Parce que le pouvoir de la gommette, quand même, c'est assez dingue, hein, de pouvoir donner son avis sans devoir s'exprimer, mettre des mots, parfois devant ses boss. Moi, je l'ai vu chez L'Oréal, quand tu disais tout à l'heure, quand on a à la fois la nana qui est sur sa chaîne de production, hein, et qui a dans son équipe, du coup, se retrouve avec le patron de l'usine, donc déjà comme ça, plus un directeur des achats de L'Oréal, donc le patron de l'usine est aussi comme ça, où ils sont tous en stress et d'un coup, tu les vois co-construire et aussi fiers les uns que les autres de la solution et de l'avoir faite ensemble. La nana sur la chaîne, elle n'a pas trop parlé, mais elle a dessiné le bon truc, elle a posé la bonne gommette, et au final, la bonne solution, elle ne serait pas là si elle n'avait pas été là. Voilà, donc moi j'aime bien les gens qui ne parlent pas. Je pense que c'est le pouvoir du design sprint. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la spécificité de faire un design sprint avec Light Me Up? Comment vous voyez les choses? C'est quoi votre vision du design sprint? On nous a fait plusieurs retours. Il y a des retours qui sont bizarres. On nous a souvent dit qu'il fallait qu'on mette plus en avant le côté entrepreneur. Certaines autres personnes nous ont dit qu'il fallait qu'on mette plus en avant le côté venu de la Silicon Valley. Je ne pense pas que ce soit vraiment ça, qui soit d'une part important. C'est plus du marketing, ça, on va dire, peut-être. Ce qui est peut-être plus important, c'est qu'on vient pas du design. Et que c'est peut-être cet angle-là qu'on n'a pas, qui a fait qu'on a comblé par une approche plus business, de faiseur et avec nos petites mimines, quoi. On aime bien traficoter, on s'est appliqué, on a testé our own medicine, tu vois, donc on a goûté nos propres remèdes. Et donc on n'a pas des réflexes très design au sens puriste du terme, mais on a plus une approche business. Et je ne sais pas si tu le dirais autrement. Mais oui, c'est ça. Et c'est vrai que c'est. Alors, nous, on n'est pas trop rendu compte, mais c'est en rencontrant des acteurs, effectivement, Ouais. en discutant de design sprint, on se dit, mais en fait, on ne voit pas du tout les choses de la même façon. Non, mais dans le sens où nous, on voit vraiment, c'est-à-dire que notre objectif, c'est pas tant d'arriver à prototyper et avoir des interviews à la fin, c'est d'avoir un vrai succès et de pouvoir lancer le truc. Et donc, du coup, on amène beaucoup de vision business, autant qu'on peut. Très tôt. Et de façon tangible, à quoi ça? Parce qu'on en parle, business. Là, d'une certaine façon, on oppose business et design. Là où on ne l'oppose Non, on ne pas. l'oppose pas. j'en fais exprès. Ah, Je veux pas, surtout pas, parce que. on l'oppose pas, mais on parlait récemment avec une personne qui fait ça depuis 10 ans, qui fait des design sprints, qui connaît toutes les méthodes sur le bout des doigts. Elle s'appelle Maike Strudoff, elle est allemande. Elle est extrêmement rigoureuse, mais elle a une mentalité très anglo-saxonne. Et en revanche, elle fait les choses by the book. Et elle est presque dans la méthode par amour pour la méthode. Et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas du tout une critique. C'est que je pense qu'elle va orienter forcément tout son processus autour des principes, avec un outcome qui va être peut-être business. Mais en tout cas, ce n'est pas le prérequis de base. C'est pas ce qu'elle va chercher. On va être dans dans une précision pour accéder à un prototype. On va avoir en ligne de mire qu'il faut que ça résolve un problème. Nous, on aura toujours, quel que soit le problème, on va peut-être prendre plutôt ça comme ça, quel que soit le problème, on va toujours essayer de voir comment est-ce qu'on crée de la valeur pour le client. Je ne sais pas comment expliquer vraiment Non, le c'est truc, ça, mais c'est vraiment c'est quelle est peut-être parce leur que ça business s'explique pas ou que est-ce c'est qu'ils- difficile.
pour moi de le Moi, mettre en très mots. honnêtement, Tu vois. j'ai du mal à le saisir. Ouais, c'est Parce ça. que tout ce que vous dites, non mais honnêtement, parce que tout ce que vous dites en fait là depuis tout à l'heure, moi j'ai l'impression que c'est exactement ce que j'essaie de délivrer lors de mes sprints. Puis quand on en parle ensemble, toi aussi a priori, enfin tous les gens avec lesquels on en parle, du coup j'ai encore du mal à saisir la différence que vous faites entre quand vous dites nous on est plus finalement teinté business sur nos sprints que des sprinters Il faut traditionnels. savoir que ça. Alors moi je crois comprendre, je pense que ça fait écho aussi à la conversation qu'on avait tout à l'heure et l'implication par exemple de l'animateur dans le sprint. Un facilitateur qui se dit finalement moi j'applique la méthode et je suis garant de la méthodologie, peut décider de prendre de la distance et pas réorienter pour avoir vraiment le résultat final. Alors si tu pars dans le sprint en disant ce qui compte c'est le résultat, c'est que ce soit un succès, je pense que tu peux te mettre dans un état d'esprit où forcément tu vas rentrer un peu tu vas rentrer plus dans le vif, tu vas peut-être plus mettre les mains dedans qu'un facilitateur qui vraiment se contenterait de dire j'applique la méthodologie et c'est de la structuration de ma sprint team en amont qui fait le résultat à la fin et c'est pas mon rôle à moi de faire que c'est un succès Nous, on à la fin challenge beaucoup C'est une belle pendant. façon de l'expliquer. qui n'était pas celle que tu veux. C'est sans doute toi qui as raison. Sauf que là, ce que je te relate, c'est ce qu'on nous a dit de nous. C'est pas comme ça qu'on se positionne. Et donc, c'est a posteriori. C'est-à-dire que nous, on s'est jamais dit un jour, tiens, on va être business par opposition à ou en réaction à. Non, on nous l'a dit. En fait, Ouais, vous on nous a dit apportez ça. ce côté business au design sprint Et- qu'on n'a pas vu ailleurs. Et c'est pour ça que c'est difficile pour nous Ce d'expliquer. mindset qui est différent de. Donc après, on n'a pas assisté à des design sprints faits par d'autres. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on anime des design sprints ensemble. Mais c'est vrai qu'on se positionne plus en mode coach, comme on fait quand on accompagne des startups, ce qu'on a expliqué au départ, où en fait on les pousse à aller chercher T'as du raison. résultat, etc. Moi, les solutions, je vais les pousser. Quand ils font des trucs que je considère que c'est de la merde, je dis, enfin, regarde ton truc, quoi. On y va, on la refait. Mais sincèrement, Alors je vraiment. le fais, mais peut-être pas de façon. Non, mais vraiment. Mais alors là, pour le coup, on a le Il côté envoie- good il cup, envoie bad cup. quelqu'un Mais... le faire. Non, mais C'est Quentin, mais quelqu'un dans l'équipe Ah, mais avec moi, je le dis client, il y a qui... non, moi je dis vraiment, enfin, excuse-moi là, c'est, enfin, juste on recommence quoi. Tu vois, je veux bien faire done better than perfect, mais là c'est vraiment de la merde. Donc je pousse un peu, je les pousse un peu dans leur retranchement aussi. Toi, tu viens les consoler un peu plus derrière parce que Mais t'es du- plus du sympa, coup- mais Du coup, Mais, normalement, en fait, si tu crois dans le process, en théorie, ces idées-là qui sont un peu merdiques, pour reprendre tes mots, elles doivent pas passer le tamis de la prise de décision. ouais, mais quand tu fais tes solutions, etc., si tu as des signes crades, si l'autre il a fait un super truc hyper beau et que toi, en fait, on voit plus rien. Si t'as pas mis les bons mots, tu vois, moi je les fais chercher les bons mots, comment, enfin, je leur Ça, fais, je suis d'accord. tu vois, Mais ça, 5 c'est plus fois de l'ordre pourquoi du, ton c'est truc plus de et l'ordre du pourquoi. coaching. Ouais, c'est de l'ordre du coaching, mais peut-être qu'on pousse un peu plus là-dessus pour avoir des solutions très abouties qui leur permettent de voter. En fait, vous avez une dimension conseil peut-être plus Au- franche. Autant dire qu'en pendant fait, le on n'en sprint. sait rien. Non, mais c'est Mais Non, c'est pas c'est faux. là où vrai. c'est hyper On en intéressant sait. d'en parler, c'est qu'on essaie là, on a chacun une image de la façon Mhm. dont on anime des sprints et on essaie de voir ce qu'on met derrière les mots justement. C'est ce qu'on Ouais. fait en sprint aussi, hein, s'aligner sur l'image qu'on met, enfin avoir une sémantique commune et tout. Non, et là, j'essaie un peu de faire la même chose Mhm. avec vous, d'essayer de voir ce que vous faites différemment de ce que nous on peut faire. Quand je dis nous, c'est parce qu'on est de la même école. Plus Mais ou je moins, pense on que va tu as faire raison. ensemble. C'est peut-être plus sur le fait de jouer sur les lignes, quoi. Est-ce qu'on passe certaines lignes que si on était plus puriste, on s'interdirait de passer. C'est peut-être plus ça. Oui, Et je comme pense- on ne le sait pas, parce qu'effectivement, on l'a pas vu faire, mais je pense que Maïke, quand elle en parle, Ouais. elle est très, effectivement, dans le... parce qu'elle croit à la force de la méthode pour la méthode, et je pense que du coup, elle ne doit pas déroger à l'application stricte de la méthode. Je pense que c'est peut-être plus le cas 1 dont tu parlais tout à l'heure, et que nous, effectivement, on va Vous peut-être êtes plus prendre des interventionniste libertés. finalement. Ouais, Même moi qui te exactement. dis que je suis contre le fait de peut-être juger parti, j'aurais peut-être tendance, malgré moi, et parce que je ne le sais pas, à franchir les lignes. Ouais. Ça me fait penser, Jonathan Courtenay, je crois qu'il a fait je sais plus si c'était une vidéo ou un blog, il disait justement que lui, il empêchait son équipe de modifier la méthodo pour être sûr qu'il se concentre vraiment sur la solution et la qualité de la solution. Mm. Ce qui est, j'ai l'impression que c'est un autre axe, mais qui s'imbrique un petit peu dans ce qu'on vient d'échanger, donc c'est un autre point de vue encore. Après, je pense que Ouais. peut-être qu'en tout cas pour ma part, quand je facilite, je sors vraiment les gens de leur zone de confort. Et des fois, je peux paraître pas sympa en disant voilà, enfin là tu peux vraiment mieux faire et cherche encore et va plus loin et Ça, tu le fais essentiellement sur la phase de sketching, sur toutes les phases. Sur toutes les phases J'aime, ouais. même sur la phase où ils vont formuler des comment pourrions-nous, ce genre Ouais, de choses. enfin, réfléchis quoi. Sur la Tu peux carto, m'en ce sortir genre de plus. choses. Enfin, vraiment là, vraiment 3 post-it. Enfin, non. Et ça, c'est le côté Ça coaching dépend qu'on du a. client aussi. Hein. Non, mais en fait, Vraiment, on peut se Stéphane permettre. Richard, tu vas pas t'y mettre Non, un mais- peu là En plus, on peut prendre cette position-là parce qu'on est facilitateur. Et en fait, je pense qu'on a cette position qu'on a quand on coach des startups et qu'on les sort vraiment de leur zone de confort et que des fois, on les casse un peu pour que
Et là, pour le coup, c'est ce qu'on a vraiment vécu dans la Silicon Valley, où on se faisait vraiment défoncer tous les jours. Tu vois, c'était soi-disant bienveillant, mais quand même, t'en prenais plein la gueule. Je pense qu'on a un peu ce côté-là aussi. Ah, mais tu voilà vois. d'où ça vient. Donc Voilà. maintenant, on relie les points. Exactement. On a ce côté, c'est tyrans de la du merde, c'est de la merde. Pacifique. Et surtout, on met pas trop de forme. Moi, en tout cas, je mets pas trop de forme. C'est de la merde, c'est de la merde. Je dis les choses comme je les pense. Et c'est comme ça que vous l'aviez vécu dans la Silicon Valley. Vos mentors, ils étaient aussi castrateurs. Alors c'est marrant parce que quand on voit les vidéos des anglo-saxons, généralement, on a toujours l'impression qu'ils mettent qu'on est dans un. Alors il y a, dans un duvet il y a les mots, et puis il y a ce que ça veut dire. Et effectivement, le choc culturel, il vient de la mauvaise interprétation qu'on a de quelqu'un qui te dit it's good. It's good, ça veut dire c'est de la merde. Voilà. Donc, Moi, je dis it's c'est de la merde en amazing, français. c'est bien. Tu vois, amazing, c'est juste bien. Et it's good, c'est de la crotte. Donc tu repars, tu retournes travailler. Quoi. Et Mais cela dit, blague à part, tu te dépeins comme une sorte de je sais pas quoi là, mais c'est pas vrai. Et heureusement que c'est pas comme on était dans la Silicon Valley. Mais on a pris les comme coups dans les la gens, Silicon non mais Valley. on n'a pas du tout le travers de reproduire le mauvais schéma justement de castrateur et qui serait contre-productif. Donc c'est pas vrai. Non, mais on est. Tu es plutôt blunt, enfin direct, mais t'es pas maîtresse d'école à dire. Je suis t'as pas des des Mais après, câlins, quoi. après c'est un certain talent. Il faut avoir assez confiance en soi sur le fait de se dire je vais être capable de bousculer quelqu'un pour qu'il donne le meilleur de soi sans atteindre la limite où il va se recroqueviller sur les mêmes en Exactement. disant je suis plus capable Et c'est de là le où elle faire. s'est trompée et elle n'atteint jamais cette limite. Elle ne met pas les gens mal à l'aise, etc. Et Aussi- heureusement d'ailleurs, sinon, Aussi parce qu'il arrive on derrière. ne vendrait parfois. plus. Non, mais il n'y a pas de good cop, bad cop. On est dans une. Moi, j'ai peut-être plus une lecture psychologique facile des gens. Toi, tu vas plutôt privilégier le rendu et donc avoir une approche sur ce qu'ils rendent, ce qu'ils fabriquent et ce qu'ils proposent. Et donc voilà, donc, quand tu as les deux niveaux de C'est intéressant lecture, parce que c'est des postures de facilitateurs. qui sont Effectivement, radicalement je différents. suis convaincu qu'il n'y a pas un style de facilitation. Et ça colle Ouais. effectivement à une personnalité. Enfin voilà, on peut arriver à des résultats, des bons résultats, tout en ayant sur un même sujet, même équipe, avoir des styles de facilitation différents et arriver sur des résultats qui peuvent être les mêmes. Et tu as mis le doigt sur quelque chose qui peut-être est aussi un facteur de différenciation ou en tout cas d'appréciation de nos clients. C'est qu'au-delà du fait qu'on peut ne pas être d'accord, il y a justement cette double approche qui peut être complémentaire, qui est appréciée. Et c'est pour ça qu'on aime bien le faire à deux. Comment vous décidez de qui va faciliter le sprint et qui va être plus... Alors là, pour le coup, c'est complètement. On décide pas, ça se fait quoi. Mais vous facilitez comme on parle là. ensemble Ouais. là ou Ça dépend. comment vous le communiquez à votre client? Bah, ils nous achètent Bah, à deux, donc. en plus, comme la plupart du temps, ils découvrent le design sprint avec nous, tu vois, on leur dirait que c'est facilité. Qui ne se pose pas la question. Ils diraient ah bah bienvenue. Ouais. Ok, il ne se pose pas la Non, question. mais on a quand même On ce se truc présente, où ils se posent pas la question, On veut ouais. Nash et Elodie, quoi. Et en fait, on a eu pas mal de fois des clients qui ont dit bah non, moi je veux tous les deux parce que c'est comme ça que vous m'avez eu en fait en gros. Donc, Ce qui m'intéresse, c'est votre dialectique et c'est ce que vous allez amener. tu sais, par exemple, chez BNP Paribas, alors, on n'a pas signé avec eux, BNP Paribas Real Estate, là on n'a pas encore signé avec eux, mais c'est possible que ça arrive. Ça fait partie des gens qui nous ont dit mettez plus en avant votre binôme, mettez plus en avant votre mindset un peu à l'américaine, parce que c'est ça qui, moi, me séduit dans ce que vous me dites. Bon, Mais c'est le pas lendemain, encore un client, donc ça se trouve, ça L'expert sera me juste dit pour la exactement sémantique. la même chose. Il me fait, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est drôle. c'est votre binôme, c'est votre culture Voilà. américaine. Et Voilà. tu vois, en 24 heures, on avait 3 feedbacks comme ça. On fait, bon, ok. Et parce qu'ils voient défiler, finalement, beaucoup de gens qui viennent leur proposer des design sprints. Et c'est ce qu'ils nous disaient chez BNP. Il me fait, bah, enfin, moi, faire du design sprint, on m'en propose tous les jours. Mais là, vous m'apportez un truc, ça m'intéresse. Parce que je veux Mais mettre ça ça passe, dans par- mes... En amont, ça passe c'est- par vos personnalités finalement. Ouais, Je pense que malheureusement, c'est ce qui fait que c'est pas scalable. Ouais. arrête. Pour l'instant, ça passe Toute par la là. limite de l'exercice, c'est ça. Quoi. Non, mais c'est intéressant. Mais d'autant plus que moi, je crois fermement aussi au fait que on ne vend pas qu'un design sprint sur la méthode, de moins en moins, puisqu'il y a de plus en plus d'agences, de gens qui Ouais, le vendent, etc. absolument. Donc, à la limite, il suffit d'acheter le bouquin. Hein. Souvent, c'est ce que je dis aussi à des clients. Achetez le bouquin, lisez-le et puis Bon mettez-le courage. en... Puis on s'appelle après, on peut aller. Voilà, c'est ça. Bon, Mhm. vous allez tomber dans quelques ornières, mais vous allez vous relever. Après, vous saurez le faire. Mais ce qui va jouer généralement, ce qui va faire la différence, effectivement, quand on est en compétition sur le marché, sur la vente de ce type de méthodo, c'est la personnalité, c'est le fit personnel Ouais, je suis totalement d'accord. avec la personne qui est en face, effectivement. Ouais. Donc finalement, voilà, je crois que c'est ça, finalement. La particularité des sprints Light Me Up, c'est le duo Elodie et Nash.
et la dialectique que vous apportez, le niveau de réflexion que vous amenez, Ouais, la les dimension perspectives que vous allez amener. entrepreneuriale Et vous n'avez pas peur, ou est-ce que vous, enfin, donc nous j'imagine que non, mais dans les sprints que vous animez, du coup, d'écraser par vos personnalités le reste des personnalités présentes, en tout cas dans les échanges, même si je suis d'accord, le sprint donne d'autres façons de s'exprimer, la gommette, le dessin sont des façons de s'exprimer aussi, mais sur les prises de parole, sur les échanges, C'est compliqué. Comment vous gérez ça? Il faut se faire violence, parce que tu as raison, ça peut être une facilité aussi. Si en plus tu trouves face à des gens qui n'ont pas du tout la même façon d'appréhender le problème, qui sont peut-être plus discrets, qui ont peut-être plus de mal à prendre l'ascendant et sur le projet et dans un groupe. Enfin, donc ça c'est du dosage. Hein. Après, mais on se fait violence. On se fait aussi des coachings un peu one-to-one pendant les exercices, on va voir les gens, donc surtout les gens qui parlent moins. Et du coup, on libère la parole, on essaie de faire ressortir le truc. Et des fois, moi, j'arrête, je dis attendez, là, il y a quelque chose d'intéressant, juste écoutez-vous. Voilà. Donc, on est aussi, on n'est pas là pour écraser les gens. On est là pour les sortir de leur zone de confort, certes, leur faire sortir le meilleur. Parfois, des fois, ils sont un peu en crainte sur le design sprint. Donc, c'est comme quand tu commences à faire une course, tu vas doucement, histoire de voir où tu vas. Et puis, bon, à la fin, tu te dis je peux y aller en courant. On essaye de les mettre en mode de donner le plus possible dès le départ, parce que c'est important. On l'a vu quand les maps sont pas bien faites, parce que les gens sont mal exprimés sur les Am I Way. Des fois, on est obligé de retourner en arrière. Enfin, attendez, est-ce qu'on est vraiment bien là? Est-ce que c'est vraiment le bon problème? Et on l'a vu de façon caricaturale avec les étudiants, où je pense que sur 20 groupes, où il y en a 10 qu'on a fait repartir sur les Am I Way parce qu'ils ne s'étaient pas assez exprimés. Donc, notre rôle, c'est quand même de faire s'exprimer le maximum de gens et voilà, et d'aller chercher le maximum de choses en eux, même si parfois ça peut effectivement avoir quelques risques. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Donc, il n'y a pas eu on sait s'autoriser. Quand je dis se faire violence, c'est parce que on a eu de la chance de travailler sur des sujets qui nous passionnaient et que tu as tendance à vouloir participer. Tu as tendance à vouloir ne pas réfréner l'envie d'être plus qu'un facilitateur et de participer au truc. Et donc là, on se calme, on prend un petit peu de recul, on lève la tête, on respire un coup, puis on facilite. Question pour les geeks, ceux qui veulent des hacks de méthodologie en 2 temps. Est-ce que il y a un exercice dans la méthode, donc on va dire d'Agile Smart, qui vous paraît parfois défectueux, ou vous faites différemment, que vous avez modifié pour que ça corresponde mieux à ce que vous faites, ou sur lequel vous avez l'impression qu'il y a une marge de manœuvre? On a voulu passer pour des iconoclastes et en fait on va passer pour des bons petits scolaires. Non. Pas vraiment. Hein. Pas vraiment, mais en même temps, en ce moment, on essaie de s'ouvrir à plein d'autres façons de faire. Donc, c'est pas exclu qu'un jour. C'est pas exclu, ouais. Tu vois. On se ferme pas la possibilité, c'est en ce sens-là qu'on n'est pas trop puriste, mais pour l'instant, non, je pense qu'on a fait bien quand même comme il fallait. Et c'est déjà un énorme hack d'être en co-facilitation, plus d'avoir le double facilitateur sprinter. C'est ça. D'être à deux, d'aller chercher peut-être plus loin que de faire une sorte de facilitateur. Ouais, tout à fait. Ça nous met déjà quand même sur une zone où on sort de notre zone de confort. Donc on est obligé de rester sur la méthode et on n'a pas trop essayé d'hacker ça. Puis elle nous a pas encore trop saoulés. Non. En revanche, ce à quoi on croit vraiment, et alors c'est peut-être pas un conseil geek, mais c'est le côté design sprint remote, et ça c'est vraiment notre next step. Alors là, on parlait d'actualité tout à l'heure avec le coronavirus, mais il y a aussi, et je pense que le coronavirus est un bel exemple de ça, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on voyage moins, et que voilà, mais c'est pas pour ça qu'il va falloir arrêter d'innover. Et voilà, et ça m'intéresse vraiment. Et là, pour le coup, travailler sur des trucs en VR, en hologramme, voir comment on peut réunir les gens de façon différente et faciliter ça. Ça c'est voilà. Donc ça, c'est vraiment dépasser le bilan carbone de l'avion au Toi, tu passes de Mural à la VR, quoi. Ouais, c'est direct. Le turfu, quoi. C'est ça. Non, mais Mural, oui, mais la VR, pourquoi pas. On voulait se rapprocher d'une startup qui s'appelle Spatial, qui a développé des outils. On ne sait pas trop de quoi on parle pour l'instant. Non, mais voilà, l'idée c'est de leur proposer un design sprint test, tu vois, pour voir, avec un petit casque et de visualiser tous les éléments qui peuvent te permettre. Tu mets tes lunettes et les gens sont là autour de toi. Tu te retrouves dans une sprint room virtuelle finalement. Voilà. Du coup, le post-it est virtuel aussi. Ouais, tout est virtuel. Tu peux tout mettre. Et ça, c'est spécial. Ouais, mais en même temps, je me demande un peu à partir de quelle heure le mec tombe. C'est ça. C'est pour ça qu'on veut tester. Voilà, mal de cœur et tout. Vous avez identifié la techno et vous fantasmez un usage appliqué au design sprint, ou non, c'est des gens la qui ont techno déjà est commencé faite pour des workshops. C'est fait pour des workshops, donc on veut la tester. Pour l'instant, on en est là. Ça se trouve, c'est pas du tout adéquat. Super idée. Non, mais voilà. Donc, tu vois, si on voulait hacker des choses, c'est plus dans la façon de le faire. En fait, parce que Light Me Up, on a tout en remote. Donc, et en fait, on nous a demandé aussi de travailler sur du multisite. Autant on peut faire intervenir des gens en Asie du Sud-Est, dans la Silicon Valley, à New York, parce qu'on a un réseau qui peut le permettre si on doit faire du multisite.
autant on n'a personne en Finlande, en Afrique du Sud, tu vois, donc s'il faut aller plus loin, on se dit que ces petits outils-là peuvent être un bon palliatif, quoi. Ouais, puis tu as de plus en plus de boîtes qui vont vers un bilan carbone zéro. Alors le bilan carbone zéro avec de la VR et des machins, c'est pas gagné. Pas gagné, mais en tout cas, on peut diminuer, de faire déplacer cette personne. C'est peut-être toujours mieux qu'un avion. Et puis on pourra aussi diminuer les coûts aussi. Donc voilà, bon, s'il fallait donner un truc geek, voilà, nous c'est ce vers quoi on tend, effectivement, rendre plus geek le design sprint et en allant dans notre ADN, puisque voilà, Light Me Up, c'est un studio qui est complètement remote. Toutes nos équipes sont chez elles dans le monde entier. Nous aussi, on n'a pas de locaux et on n'a pas prévu d'en avoir. Si, on est chez WeWork Labs en ce moment. Oui, on est entrepreneur en résidence chez WeWork, mais voilà, on veut vraiment dématérialiser le maximum et voilà, le prochain hack, c'est ça, c'est le hacker design sprint en virtuel. Travailler depuis Bali. Avec des casques de VR. Tu sais. Excellent. Bah oui, merci beaucoup. Il m'a regardé. Je n'ai pas d'autres questions. Vraiment, c'était hyper intéressant. Je voulais vous remercier à nouveau. Merci à vous. Merci à vous effectivement de nous avoir accueillis parce qu'on vous a invités, mais c'est vous qui nous avez accueillis chez vous. C'est ça. Voilà, comme d'habitude. Donc si vous avez entendu des petits bruits à l'extérieur ou des bruits des voisins, c'est simplement parce que voilà, on est comme d'habitude chez Gomet, chez les personnes qui nous invitent, alors soit là où ils travaillent, et en l'occurrence j'imagine que vous travaillez régulièrement aussi de chez vous, puisque vous n'avez pas de locaux dédiés. Un petit peu. Donc voilà, c'est toujours intéressant aussi de voir l'environnement dans lequel travaillent les gens, ça permet de contextualiser, de personnaliser un peu plus l'interview, donc c'était un vrai plaisir. Voilà, merci beaucoup. Partagé. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à parler de Gomet à vos potes, à vos collègues, à vos clients et à nous mettre la note max sur Apple Podcast ainsi qu'un petit commentaire encourageant. On le rappelle, si vous connaissez quelqu'un qui pratique le design sprint et qui est prêt à venir partager son point de vue et ses histoires à notre micro, alors n'hésitez surtout pas à nous en parler. Vous pouvez nous contacter sur notre page Instagram, Gomet_le podcast, à laquelle nous vous invitons à vous abonner pour suivre les coulisses de Gomet, avoir des infos sur notre actu et les prochains invités. Et encore merci 1000 fois d'écouter ce podcast. L'animer est pour nous un véritable plaisir qu'on espère partager avec vous. Prenez soin de vous et à bientôt. À bientôt. On vient de recevoir une mise en demeure du CSA, ce qui est déjà une très très bonne nouvelle.